Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un invité, je dirais presque de cœur, quelqu'un, je le disais hier dans mon post LinkedIn, que j'ai l'impression de connaître. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité parce que dans le dernier en tête-à-tête avec le ministre du Numérique, vous étiez plus de 1500 à nous suivre et donc forcément, ça nous touche. Aujourd'hui, donc, je reçois Mathieu. Salut Mathieu. Salut Thibaut. Alors, je sais même pas si j'ai besoin de te présenter. Ah bah si, bien sûr. Alors, tu vois, si, j'ai besoin de te présenter. Si, il y a plein de gens, je t'assure, qui savent pas ce que je fais. Fort heureusement, ça me laisse encore beaucoup d'opportunités de croissance, c'est bien. Ok, alors c'est marrant parce que quand j'ai posté sur mon Insta ou sur LinkedIn que je te recevais, c'est marrant parce que tu touches les gens, je pense, dans un sens hyper positif ou dans un sens tout le monde a envie de rajouter son petit truc à ton podcast. Ah, il parle trop. Ah, mais attends, mais en même temps, tout le monde t'écoute. Enfin bref, tout le monde te connaît. Je suis hyper fier de te recevoir, pardon, parce que j'ai l'impression de te connaître, c'est ce que je disais. J'ai écouté, je pense, pas loin de 250 épisodes. Donc moi, je suis plutôt adepte de génération do it yourself, un peu moins la martingale. On en parlera. Mais 31 heures, j'ai fait le calcul, je t'ai écouté pendant 31 heures. 31 heures non, plus 31 jours, excuse-moi, j'étais en train de me dire ça va pas. 31 heures, ça fait 10 épisodes. Quand j'ai fait ce calcul, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai refait le calcul et je me suis dit, si, j'ai bien passé 31 jours avec toi. Mais je vais démarrer du coup de la même manière que tu démarres un petit peu tes interviews et dire tout simplement, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Je me permets juste une remarque à ce que tu viens de dire. Tu vois, je préempte ton contenu puisque je parle trop, donc voilà, osons. Mais tu vois, tu me dis... j'ai l'impression de te connaître. 31 jours ensemble. Si tu y réfléchis, il n'y a pas beaucoup de tes potes ou des gens que tu connais, enfin des potes, des gens que tu connais depuis quelques années avec qui tu as passé 31 jours. Et en vrai, tu n'as pas l'impression de me connaître. Tu me connais. Ce qui est très chelou dans ma vie maintenant, c'est qu'en fait, il y a une forme d'asymétrie entre plein de gens que je rencontre. Et voilà. Et donc, quand je les rencontre, eux me connaissent, moi je les connais pas. Donc là, c'est très dur. Puis je dois fermer ma gueule et les écouter à mon tour, tu vois. Mais c'est rigolo. Et d'ailleurs, je rebondis tout de suite là-dessus. C'est dur ça ou pas tu vois, nous, on s'est déjà croisés à certains événements, etc. Mais tout à l'heure, quand t'es arrivé, j'ai l'impression que c'était en mode je te connaissais, quoi. Et toi, j'ai l'impression que tu t'adaptes aussi hyper facilement à ça. Ouais, par moments, je vais un peu dans le flou. C'est-à-dire qu'en plus, toi, t'es arrivé, tu m'as posé pas mal de questions. Et donc, évidemment, je te laisse me poser les questions sur Alvo, sur plein de choses, etc. Mais je sais qu'il y a une asymétrie. Ce qui est assez dur, c'est ça, c'est que comme il y a cette impression, après, je dois de temps en temps, tu vois, comme je l'ai fait, te dire, rappelle-moi exactement ce que tu fais, parce que je voyais ce que faisait Weevoo dans les grandes lignes, mais pas dans le détail. Donc, tu me le racontes dans le détail après. Mais c'est vrai que j'ai toujours un moment où cette asymétrie, elle est difficile à appréhender, même pour moi, parce qu'en fait, tu vois, il y a ce truc qui est bizarre. Ok. Bon, présente-toi du coup. Je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans. Non, je déconne, j'ai 44 ans. Je me suis dit, j'ai mal préparé. Je suis papa de 3 enfants, je suis un mari heureux, aimant, je suis entrepreneur. Heureux, aimant, fier, dans le sang. C'est ma vie, pas mon œuvre, mais je sais pas, c'est mon trip, quoi. J'aime ça, je crois que je le serais si j'étais à la dèche ou si j'étais milliardaire. J'aime mettre les mains dans le cambouis, voilà, c'est vraiment mon trip. Quoi d'autre, je fais des podcasts et des contenus, et c'est un autre de mes trips, c'est une vocation. J'ai eu la chance je sais pas, de le faire au bon moment, de le faire avec passion, et tu sais, de trouver ma voie, en fait. Alors, honnêtement, il y a de la chance, et puis il y a aussi que j'ai essayé plein de trucs. Quand tu es aligné avec ce que tu fais là-dessus, c'est vraiment du bonheur, quoi. Tu vois, ce matin, ma femme m'a dit... allez, viens, aujourd'hui on fait l'école buissonnière, puisque au moment où on enregistre, les enfants sont en vacances, et ils sont pas chez nous. Puis je lui dis, alors vraiment aujourd'hui je peux pas, tu vois, j'ai un live Twitch. Merci. Et puis désolé, j'aimerais bien, non mais j'adorerais. Ouais. C'est une des contraintes que j'ai aujourd'hui par rapport au contenu, à pas mal de choses, c'est que je suis collé avec des engagements, pas comme celui-là, et je suis très content de les faire, il y a pas de, mais même d'autres engagements par rapport aux différents business que j'ai. Donc je peux pas faire comme ça des choses avec
toute légèreté. Mais cela dit, tu vois, c'est pas une contrainte, c'est-à-dire que je suis heureux, quoi. Je suis heureux d'être là. J'étais heureux d'aller au boulot ce matin. Je suis heureux d'enregistrer des contenus presque tous les jours. Et donc, c'est cool. Je bosse beaucoup, mais c'est cool. Ok, trop cool. Donc en gros, moi j'avais noté donc père, effectivement, entrepreneur, podcasteur, investisseur aussi. Ouais, un peu. Ouais, ok, tu étais dans des clubs deals où tu t'investis un petit peu, ou c'est via ton réseau justement que tu entretiens, on y reviendra après, mais... Je suis assez là-dessus assez ouvert. Je suis plutôt dans une démarche en ce moment à créer les club deals pour essayer tu vois, de trouver où est-ce que je peux avoir de l'impact. Et donc, justement, par mes communautés, que ce soit de personnes qui portent des projets ou de personnes qui veulent investir, je me rends compte que je peux être au centre de... tu vois, à l'origine, c'est des potes, puis après, c'est des auditeurs ou des invités qui disent, tiens, fais croquer, quoi, t'as des beaux invests, t'as fait des beaux trucs. Voilà, la difficulté, c'est plus de trouver la bande passante pour regarder les dossiers dans les moindres détails. Mais de plus en plus, je fais des club deals avec un nouveau truc qui s'appelle Roundtable. Je sais pas si t'as entendu parler de Roundtable, non. C'est magique. Non, alors je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se monter. Alors, notamment, tu as reçu d'ailleurs, je crois, Anthony Bourbon qui a lancé un petit peu avec Blast Club. Je sais pas si c'est dans la lignée. Roundtable, en fait, ça te permet quasiment de te faire ton Blast Club à toi. En fait, okay. C'est vraiment je pense qu'Anthony pourrait, je crois pas que ce soit le cas, mais pourrait bosser sur Roundtable. C'est-à-dire que c'est la matrice derrière qui te permet de faire des club deals et ensuite des fonds. Je suis investisseur dans Roundtable, je tiens à me préciser, mais c'est une boucherie ce machin. C'est une boucherie. C'est-à-dire que tu fais ton club deal en littéralement 5 minutes, ça te crée un SPV, ça te crée une société qui va faire l'invest, etc. Il y a du eFounders là-dedans, comme souvent, mais du EXA, je crois, maintenant on dit. Mais c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Ok, trop cool. Alors, du coup, je voudrais démarrer. Donc, je te l'ai dit, hein, on a un public de product managers, de tech, de gens qui veulent créer leur boîte ou qui le sont déjà. D'ailleurs, je suis assez surpris de voir que j'ai de plus en plus de personnes qui sont entrepreneurs qui regardent l'émission. Je voulais m'intéresser à toi en tant qu'entrepreneur avant de parler du côté podcast, réseau, etc. qui moi, m'intéresse aussi. Ouais. Mais vraiment, toi, tu dois toujours un petit peu, je pense, t'effacer. T'effacer. Quand tu fais tes podcasts, tu vas parler des autres. Voilà, de temps en temps, tu vas avoir ton avis. On sent que tu as envie de parler, tu as envie de dire plein de trucs. Ce qui peut de temps en temps peut-être te jouer des défauts où les gens disent tu parles beaucoup, etc. Mais c'est la marque de fabrique pour moi de ton podcast et de son succès. C'est quoi la journée type aujourd'hui de Mathieu, entrepreneur ? Écoute, alors elles sont réparties en jours de la semaine, et en l'occurrence c'est très cadré. Okay. C'est-à-dire que j'ai des jours sur lesquels j'ai des plages d'enregistrement. Donc lundi après-midi, mardi matin, jeudi matin et vendredi matin, j'ai des places d'enregistrement pour Génération du Turself ou la Martingale. Donc Génération du Turself, en gros, ça te prend la matinée, hein, mardi et jeudi. Okay. La Martingale, c'est lundi après-midi et vendredi matin. Et donc j'ai des plages d'enregistrement de contenu et des équipes qui bossent là-dessus maintenant. Donc qui m'aident à faire la programmation, à préparer les épisodes et à faire toute la suite. Je gère rien une fois que l'épisode est tourné. Donc voilà, je me marre à leur dire que je ne suis que l'animateur et que enfin, tu vois, j'ai l'impression d'être la marionnette dans tout ça. Maintenant, je prépare quand même. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi beaucoup de travail intellectuel et d'engagement. Donc ça occupe à peu près 40% de mon temps. Okay. Après... j'ai 40% qui est sur Alvo, donc alvo.market, qui est notre nouveau SaaS, marketplace plutôt de vente d'entreprise, donc achat-vente d'entreprise. Je t'en parlerai tout à l'heure, mais pour moi, le reprenariat, c'est un truc qui est trop sous-estimé par les wannabe entrepreneurs, et pourtant, c'est probablement un gros cheat code très intéressant, une manière d'aller beaucoup plus vite. Surtout, je te coupe, moi, l'idée que j'en avais, c'était... le côté, tu vas au tribunal de commerce, tu regardes un peu les annonces, c'est hyper mal foutu. Non, c'est le redressement, c'est encore différent. Nous, on fait quasiment pas de redressement. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire le collectif, quand tu te dis je veux reprendre une boîte, en fait, tu te disais, le seul moyen que j'ai, si j'ai pas le réseau, t'avais pas des petites annonces de boîtes. Donc, en gros, tu passais au côté,
bon, bah, je vais aller racheter une boîte qui va pas bien, etc. Ouais. Enfin, c'était un peu. Et donc, du coup, le côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à l'inverse, à se dire, tiens, bon, on en reparlera après, Ouais. mais hyper intéressant, ouais. Et après, on va dire les 20% qui restent sur le solde, un peu de Cosa Vostra, Ouais. qui est notre agence digitale, et plus généralement aussi du groupe au-dessus, parce qu'on fait de l'IMO, on fait des projets aussi de création d'entreprise, un startup studio comme toi, comme vous chez WeVoo, et donc l'idée c'est d'être capable de passer un peu de temps sur d'autres choses. Donc voilà, ça c'est une sorte de journée type qui est répartie sur une semaine. Ok, trop cool. Alors, là, on va peut-être passer, mais toi, tu démarres ta carrière, du coup, après Métro, tu montes une boîte qui s'appelait Citizenside. Ouais. C'est assez dingue. Alors, le but, on n'a qu'une heure, mais j'ai regardé ton LinkedIn, 10 fois cofondateur, 10 boîtes montées, 10 fois autant d'énergie. Je me suis dit, comment il fait? Est-ce qu'il y a un projet, peut-être avant Alvo et Cosa Vostra, qui t'a marqué, toi? Avant Alvo et Cosa Vostra, il y en a plein, hein, Ouais. mais ils m'ont tous marqué, honnêtement. Ocus WeFlash, c'est un projet que j'avais. C'est intéressant la vie d'entrepreneur parce que tu vois Citizenside, en gros, l'idée c'était de dire on va proposer au grand public de nous envoyer des photos et des vidéos d'actualité qu'on va revendre à la presse. Ça a été un succès et un échec dans le sens où ça a été revendu, on a gagné de l'argent, ça a été coté ensuite à la bourse de Sydney, ça s'est planté magistralement, mais moi j'étais quasi plus dedans. J'étais plus dedans opérationnellement depuis des années. Oui, c'est sympa, c'est rigolo. Donc tu vois, montagne russe. Mais j'avais un truc en tête quand même qui était de me dire, c'est marrant parce que dans la processisation qu'on a mis en place, il se passe quoi? On était les tout premiers à faire du crowd something, tu vois, là c'est pas du crowdfunding mais du crowdsourcing, donc je reçois des photos et des vidéos d'amateurs, je les processe pour vérifier que c'est bien vrai et que c'est bien, je les améliore, etc., et je les vends à la presse et aux médias. L'entrée était énorme, ça fonctionnait très bien. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui étaient prêtes à produire du contenu pour nous ou à témoigner de l'actualité. La sortie était compliquée parce que la presse et les médias sont des secteurs en crise depuis à peu près l'explosion du numérique, baisse des audiences télé, baisse des diffusions presse, baisse de tout ce que tu veux. Donc en fait, ils cherchaient à réduire, pas à augmenter grâce au digital. Donc à un moment, j'avais ça en tête et je me suis dit... problématique, j'ai du sourcing, j'ai le pipe qui est mauvais à la sortie, qu'est-ce que je peux trouver de bon à la sortie? Et je voyais Airbnb, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui va améliorer, qu'est-ce que la photo, la vidéo va pouvoir améliorer? C'est la vente. Donc la vente en général, et ça paraît simple ou évident aujourd'hui, mais pendant longtemps, tu avais sur beaucoup de sites des photos pourries, des vidéos pourries, etc. Et donc je me suis dit, attends, notamment sur la vente d'immobilier, si on fait des photos et des vidéos qui sont super bonnes, comment je peux améliorer, faire moins de visites par exemple. Alors tu peux dire mais moins de visites c'est pas bien, bah si c'est bien. Si tu fais moins de visites mais que les visites sont plus pertinentes avec des gens qui sont plus prêts à acheter, bah t'accélères ton process de vente, t'es moins pénible pour un certain nombre de personnes, etc. Et donc on s'est dit bon bah on va proposer ça. Ça a mis quelques années, j'avais ça en tête. Puis à un moment je me suis dit le time to market est bon, on y va. Et donc, on a lancé Ocus, qui est devenu Ocus, ça s'appelait WeFlash à l'origine, qui est en face de Miro, d'ailleurs, dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a un gros article dans les Échos. Ce matin, d'ailleurs. Et en l'occurrence, on a lancé ça, on a levé beaucoup d'argent sur Ocus, ça s'est bien passé. En fait, tu vois, c'est l'intérêt aussi de digérer, de faire des choses, d'opérer dans certains univers, te dire, OK, là, j'ai compris tout ça, là, c'est le bon moment, on va faire ça. J'ai beaucoup d'expertise là-dessus. Okay. Et donc, pour rebondir sur ce que tu me dis, pourquoi je crée autant de boîtes, c'est que moi j'aime ce moment en fait, ce moment de création. Là, je me rends compte à 40 ans et ish, tu vois, après, ça fait peu de temps, mais que je suis un vrai créatif. Je suis plus un créatif, je suis pas du tout un gestionnaire. Et beaucoup d'entrepreneurs s'infligent la gestion ensuite. Il y a des gens qui savent le faire, qui savent être potentiellement créatifs puis gestionnaires, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Tu regardes même dans les très gros succès, Elon Musk c'est un créatif. Je me compare pas, hein, pardon, c'est pas l'idée, mais je dis juste que c'est pas que même sur les plus petits, il faut juste l'accepter.
les fondateurs de Google sont des créatifs, même Bill Gates, il a eu ses CEO très vite, Zuckerberg, il a eu Sheryl Sandberg. En fait, eux, ils arrivent, ils créent un truc, ils ont une vision, puis derrière, il y a besoin de CEO, de gestionnaires. Et sur tes 10 boîtes, c'est intéressant ce que tu dis, sur tes 10 boîtes, tu as su à chaque fois t'accompagner vite de quelqu'un qui allait prendre ce relais un peu plus gestion, exécution. Ouais, grave. Et y compris sur Cosa Vostra d'ailleurs. Avec Laurent. Avec Laurent Kretz, qui est mon associé, qui anime Le Panier, qui a un super podcast sur l'e-commerce. Et en l'occurrence, voilà, l'idée, c'est juste d'avoir aussi une forme d'humilité là-dessus, de se dire, ok, alors souvent quand ça t'intéresse pas ou moins, ben, tu t'infliges, je disais, mais c'est vraiment ça, hein, tu t'infliges un truc sur lequel tu es moins fort en fait. Et donc il faut aller chercher des gens qui sont meilleurs que toi là-dessus. Ce qui est difficile potentiellement dans une vie d'entrepreneur, c'est que, et c'est là où il y a des négos importantes, c'est que la valeur que tu vas capter potentiellement, et c'est aussi là où c'est intéressant de faire de la reprise, elle n'est pas dans le 0 to 1. Le 0 to 1, c'est de la création de zéro, de l'idée, jusqu'à, on peut dire 1 million, 10 millions de chiffre d'affaires, peu importe, ça dépend des univers. En fait, souvent, les boîtes qui montent très vite, vite ou très vite, le 0 to 1, bon, bah, je vais prendre une question de valorisation, mais tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Disons que tu vas mettre 2, 3, 4, 5 ans à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, potentiellement. Vous avez été beaucoup plus rapide. Ta boîte va être valorisée, je dis une connerie, ça dépend des secteurs, mais 1 million. Et après, tu peux mettre le même temps pour passer de 1 million à 20 millions. Et toi, si tu es la personne qui est passée de 1 à 20, tu vas capter potentiellement un gros morceau, 19 millions de création de valeur, alors que celui qui est entre 0 et 1 va capter que 1 million. Alors toi, il faut essayer de dire, attends, moi j'ai fait quand même le boulot difficile, je veux garder mes 20-30% dans le truc, et sur les 19 millions qui vont être créés là-dessus, je veux quand même ma part du gâteau. Mais c'est pas simple, il y a des négos qui doivent se faire, etc. Et c'est même si, enfin voilà, après je pense que on est impacté parce que à force de côtoyer des entrepreneurs, alors toi peut-être via Génération, via des clubs, etc., tu te rends compte quand même que ce 0 to 1 dont tu parles est peut-être le plus dur, parce que c'est le moment où tu dois avoir une marque, une vision, une équipe, tu mets un peu le socle pour accélérer, quoi. Oui, mais quand tu vois des fonds, notamment certains fonds d'investissement, eux, ils te voient et ils se disent, mais lui, il fait quoi, lui, dans la cap table? Mais il sert plus à rien, en fait. Moi, j'apporte de l'argent, vous travaillez, et lui, il fait quoi? Et c'est une des problématiques de certains startup studios sur lesquels tu dois un peu, à un moment, rappeler, en fait, tout ça. Et dire, en fait, tout ça n'existerait pas sans moi. Mais c'est pas toujours simple, en fait. Et de temps en temps, en plus, ça, je l'ai vécu, certains co-founders, ou fonds d'ailleurs, vont convaincre un peu tes co-founders, dire, mais... en fait, ils font quoi là? Pourquoi ils ont 20, 25, 30%? Donc, il faut réussir à trouver l'endroit où tu es bien, faire un peu de cash out à un moment, dire OK, moi j'ai encore de l'input, et surtout être créatif toujours. Parce qu'en fait, les gestionnaires ont besoin de créatifs derrière. Et la créativité, elle est au quotidien, il faut quand même être là. Alors, ça va être des boards, ça va être différentes choses, mais d'être capable de dire, d'analyser des choses dans d'autres secteurs. Quand toi, tu es la tête dans le guidon dans ta boîte, tu as besoin de quelqu'un, et c'est une sorte de creative business, ça n'existe pas, hein, mais creative business officer ou quelqu'un qui a des idées, des choses qu'il va chercher partout. Comment j'allie l'IA en ce moment à tout ça, comment je mets du beau, du bon, du sens, de l'impact, etc. Pour réussir à améliorer tout ça. Ok. Alors du coup, je rebondis sur un truc que j'allais te poser, c'est là, du coup, on a vu tes 10 boîtes où tu te définis du coup comme un créatif où t'arrives, on se rend compte qu'il y a des expériences qui ont duré, Cosa Vostra, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Presque 10 ans. Tu as eu Citizen où c'était 5 ans, et après, c'est beaucoup d'expériences qui ont duré 1 ou 2 ans, etc. C'est quoi? C'est plutôt des choses où tu t'ennuyais et tu te dis, tiens, c'est le moment pour moi de partir, ou c'est tout simplement, tu avais envie de passer à autre chose. Et la question en sous-jacent, c'est comment tu gères cette relation un petit peu de polygamie, enfin je sais pas si on peut dire ça, avec tes associés. Moi aujourd'hui j'ai une relation hyper forte avec mes associés. Je crois que j'aurais du mal à leur dire, écoutez, je pars faire autre chose. Presque j'adorais, hein, je pense qu'on est tous un peu comme ça, mais comment tu gères aussi ce côté où tu te désengages un peu des projets pour en faire d'autres, parce qu'on sent que c'est ça qui t'anime? Le polyamour, ouais, c'est ça. Écoute, il y a une chose, c'est que déjà mes associés historiques de Cosa Vostra sont impliqués dans tous ces business. Ok.
sauf Génération Do It Yourself, qui est mon podcast à moi et qui est, en fait, tu vois, le truc que j'ai créé en plus à l'origine et qui a trop d'intuitu personnel pour voilà. Mais même la martingale et tout le reste, en fait, sont des choses sur lesquelles on a une holding qui détient Cosa Vostra et cette holding est actionnaire de Padrino, d'Orso Media, de tout ça. Donc, je reste majoritaire dans tout ça, mais ils sont skin in the game, ils sont impliqués. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est important. Je pense que les projets immobiliers, tout ce qu'on fait, en fait, on le fait ensemble et on distribue un peu. Alors, ils ont des choses à faire aussi, hein, c'est pas juste cadeau, mais en l'occurrence, on a une core team très très forte là-dessus. Okay. Ça, je pense que c'est important. Et pour répondre à ta première question sur comment on fait et qu'est-ce qui se passe et pourquoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure entrepreneuriale. C'est qu'il y a aucun cas de figure dans lequel c'est la même chose. Il y en a dans lesquels, en fait, c'est tes cofondateurs qui veulent te dégager. Probablement un peu de ta faute, mais pas que. Il y en a et c'est arrivé, hein, donc le truc grossit vite, fort, et puis à un moment, comme je te le disais, ils se disent mais qu'est-ce que tu fous là? Tu dis regarde un peu ce qu'on a fait à l'origine, regarde qui a financé tout ça, regarde qui a eu l'idée, regarde qui est venu te chercher. Et puis voilà, ça c'est arrivé. Il y en a qui veulent partir, s'installer en Australie et qui te disent en fait... là, je sais pas quoi faire, mais bon, et donc là, tu dis, est-ce que je reprends cette boîte moi-même ou est-ce que je la vends? Puis bon, tu la vends, t'essayes et puis tu la vends et puis ça part bien. Il y en a dans lesquels tu restes parce que tout se passe très très bien et c'est génial. Donc en fait, tu as tous les cas de figure possibles. Tu crées des boîtes, en fait, ce sont des associés, des humains, des gens avec qui tu mets... voilà, et moi, je passe beaucoup de temps au début et de moins en moins de temps, sachant que l'objectif, in fine, quand même souvent, c'est quand même qu'elle vole de ses propres ailes, tu vois. Sauf peut-être Alvo, et ça on verra, mais dans lequel moi je veux avoir j'ai une mission en fait aujourd'hui. Dans Alvo, je suis en mission et j'ai envie que cette mission, elle perdure. Ok. Et donc Alvo, du coup, c'est l'entreprise du moment que tu as créée. Là-dessus, pareil, c'est avec tes associés Tout à fait. du départ, etc. Avec qui... ok. Tu peux nous parler un petit peu d'Alvo, parce que vu que c'est l'actu et que Cosa Vostra et tout ce que tu as fait avant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Ouais. C'est quoi Alvo? Alvo, c'est la place de marché centrale de ce qu'on appelle la fusion et acquisition en small cap. Pour être moins dans le charabia, c'est l'endroit où vous pouvez acheter ou vendre des entreprises. Small cap, selon les univers, c'est entre, on va dire, nous on est assez spécialisé, entre 50 100 000 euros minimum, 100 000 plutôt, et jusqu'à 10, 15, on a des mandats jusqu'à en dessous de 20 millions d'euros en tout cas. Okay. Donc ça, c'est l'endroit où on agit. Donc l'idée, il y a le bon coin... J'allais dire pile poil là où les banquiers d'affaires veulent pas trop aller. Exactement. Parce que c'est pas assez intéressant pour exactement. eux. Ouais. Okay. Le banquier d'affaires, en fait, les Rothschild, les Lazare, mais même finalement la BPI, la Chambre de commerce et d'industrie, etc., accompagnent souvent des boîtes qui sont plus grosses. Parce qu'en fait, ils font du tailor-made, ils font comme quelqu'un, un costumier à la main, etc. Nous, on arrive avec beaucoup de techno sur la valorisation des entreprises, sur le marketing, sur la création d'infomémos, donc qui sont les documents que tu vas créer pour vendre une société en disant voilà, quelle est la société, quel est le secteur, combien elle vaut, quelles sont les opportunités, où est-ce que tu pourras la faire grossir, etc. Tout ça, on automatise avec beaucoup d'outils, avec de plus en plus d'IA, mais aussi juste des choses assez simples, quoi. Hein. Je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qui t'intéresse quand tu veux acheter une boîte? Tu veux savoir combien de chiffre d'affaires elle fait, est-ce qu'elle est rentable ou non, quelle est sa rentabilité, combien il y a d'employés, quelle est sa croissance, voir quelques courbes, etc. Toi, tu connais ou pas le secteur, mais plus ou moins. Déjà, tu as une belle idée de ce que tu vas pouvoir faire, tu vois. Et donc ça, on automatise beaucoup de choses. Et l'idée, c'est que, en fait, il y a 60 000 environ entreprises à vendre tous les ans. Les entreprises au-delà de 20 millions, elles représentent 2% des entreprises. Enfin, c'est quand même le gros du secteur. Okay. Et aujourd'hui... Et d'ailleurs, ce chiffre de 60 000, comment tu le sors? Alors, parce que c'est hyper dur de savoir justement qui est à vendre ou qui n'est pas à vendre. Alors ça, ce sont plusieurs estimations qui sont faites par des chambres de commerce, par pas mal de choses. On estime ça entre 60 et 65 000, mais on estime aussi qu'il y en a la moitié qui ne trouvent pas de repreneurs. Alors que pourtant, il y a plus de repreneurs, on le voit sur nos marketplaces, que de cédants. Donc il y a plus de repreneurs que de cédants. Potentiellement. En ce moment, en tout cas, il y a un momentum post-Covid. Il y a plusieurs choses qui font ça d'ailleurs. Il y a post-Covid, il y a beaucoup de gens qui se
qui se réalisent, qui comprennent en fait à 35, 40 ans, en fait, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de faire des choses. Il y a la transition digitale aussi qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités marché là-dessus sur des entreprises qui sont peu digitalisées, on peut les digitaliser et donc on peut tout changer. Alors c'est pas que on a une tendance à penser oui je vais faire un beau site internet, mais non, c'est les fiches de paye, c'est toute la gestion administrative interne, la comptabilité, les banques, les choses, tu peux automatiser plein de choses et donc rationaliser des choses. Tu peux rejoindre pas mal d'entreprises aussi, faire du build-up, donc de la construction en fusion-acquisition pour en avoir plusieurs. Et ça, il y a plein d'acteurs qui sont prêts à le financer. Et dans les signaux intéressants, c'est, tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté, on veut que les savoir-faire restent en France, reviennent en France. Donc, on a envie, le gouvernement et toutes les forces en présence, même l'Europe, veulent repousser là-dessus. Donc, on est sur un momentum très, très intéressant. Et il y a des endroits pour trouver un appartement à acheter assez facilement. Tu peux te mettre tes alertes, etc. Nous, sur Alvo, tu vas sur alvo.market, gratuitement, tu vas recevoir. Moi, je reçois des alertes, j'ai envie d'acheter des entreprises tous les jours. Du coup, avec ça, il faut savoir qu'on a acheté la première entreprise qui a été à vendre sur Alvo. Hein. On s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Enfin, c'est une pépite, c'est le newsletter Magma, tu connais ? Ouais, Magma, carrément. On a racheté Magma il y a quelques mois. Et tu vois, ce process intéressant, en fait. Tu te mets une alerte, tu vois des choses, tu regardes le truc, tu vois des gens, tu lis le deck, l'infomémo. Et là, tu te dis, mais attends, moi, avec mes contenus, c'est pile poil dans... Enfin, j'adore déjà, je suis client Magma. C'est pile poil dans ce que je peux faire dans ma communauté. Si je le pousse un peu, voilà, on l'a racheté en quelques mois, on a augmenté le chiffre d'affaires de 50%. Donc tu vois, ça peut être simple aussi. Alors là, du coup, j'adresse une question par rapport au profil de personnes qui nous regardent, des gens qui potentiellement voudraient monter leur boîte. Effectivement, pour temps en temps, tu as le côté je veux être à la tête d'une entreprise pour y mettre ma marque, etc. Mais j'ai pas envie de faire ce 0 to 1 dont tu parlais. J'ai envie de reprendre quelque chose parce que j'ai une expertise et je sens que je vais pouvoir digitaliser ou je vais pouvoir faire mieux que la personne qui était peut-être fatiguée, qui avait moins les codes, l'industrie a changé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ta plateforme, du coup, elle va aider ces personnes à financer les projets de reprise ? Oui, tout à fait. Alors ça, on peut les aider. On a potentiellement des partenariats avec October, avec différentes... Voilà, donc ça, il y a des moyens de financer. Et en fait, c'est pas si dur. Enfin, si tu arrives avec un projet un peu solide, financer, c'est pas... Voilà. Alors, nous, l'idée à terme, c'est ça, c'est de pouvoir dire sur October, comme j'ai toutes les données du côté acquéreur, du côté cédant, je vais pouvoir envoyer quelque chose et je te le finance en 2 semaines, 3 semaines, etc. Moi, j'ai racheté 2 entreprises déjà aujourd'hui. J'en ai planté une. Et là, il y en a une qui est plutôt en mode succès. J'en ai vendu quelques-unes aussi, donc je suis assez expert là-dessus. J'ai vu aussi que en achetant des entreprises, sur une banque traditionnelle, tu peux vite te retrouver à 2 mois, 3 mois, 4 mois après avoir signé la LOI. Donc la LOI, c'est la lettre d'intention. Le moment où tu as dit, ok, je veux l'acheter, on a signé des deux côtés, laisse-moi le temps de trouver le financement, ça peut être très long. Et ça, en l'occurrence, il y a plein de choses qu'on peut vraiment raccourcir en termes de temps, notamment dans le dossier qu'on va être capable de présenter. Mais ce qui est important là-dessus, tu vois, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont en train de se dire, je voudrais créer une entreprise, c'est que, je disais tout à l'heure, faut pas s'infliger, pour ceux qui grossissent, en ce qui me concerne, tu vois, quand tu es plus créatif, de vouloir gérer une entreprise. Moi, je peux dire à l'inverse, quand tu as une bonne expérience d'un certain nombre de choses, tu sais manager des personnes, que tu as envie que tu sais que tu es meilleur sur, pas le 0 to 1, mais la suite, vous infligez pas. Enfin, moi, j'ai plein de gens autour de moi, à commencer par ma femme, plein de potes qui ont 35, 40 ans. Je leur dis, mais ils me disent, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Je leur dis, mais tu te rends compte dans quoi tu vas aller, en fait ? Tu vas aller dans un truc où il n'y a rien, en fait. Tu vas devoir trouver tes bureaux, on en parlait ici tout à l'heure, acheter ton PQ, chercher ton comptable, faire tes machins. Enfin, le truc au début, quand t'es pas habitué, c'est quand même violent, quoi. Tu vois, et puis c'est cool, tu découvres un peu, mais en fait, ça fait 0 de chiffre d'affaires. Tu fais tout, quoi. Tu fais tout. Et des gens qui connaissent pas, mais des gens qui sont passés par cette phase, je crois que notamment, on le connaît tous les deux, Andrea Ben Saïd de Eskimos lui disait, plus jamais un jour, je remonte une boîte de zéro. Lui, c'est le profil, il a découvert, et effectivement, il faut de l'énergie. Et en fait, quand tu arrives, il faut voir qu'il y a plein de gens qui arrivent
qui savent faire ce que moi je veux pas faire, qui savent prendre, alors tu vois, je vais pas dire Cosa Vostra, mais ça pourrait être ça l'exemple, dire prendre Cosa Vostra, qui ont une expertise agence, ou voilà, qui savent gérer des équipes, alors ça veut pas dire savoir tout faire, hein, parce que chez Cosa Vostra, il y a une direction financière, une direction marketing, une direction commerciale, mais qui savent gérer un peu tout ça, qui seront meilleurs que moi pour prendre la suite, l'emmener de 100 personnes à 500. Donc pourquoi se dire je vais recommencer à zéro quand tu sais faire ça? Et ça vaut aussi sur des boîtes beaucoup plus petites sur lesquelles tu vois, tu as des gens qui ont monté des e-commerce ou des petites industries, un e-commerce qui fait quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires, qui fait très peu de rentabilité, qui va pas forcément être très cher, sur lequel toi tu sauras parce que tu as une expertise SEO, SIA, je sais pas, communautaire, influence, ce que tu veux, boum, l'envoyer et la multiplier par 3, 4, 5, 10 en quelques temps, ou une industrie, ou une mini-industrie, un fabricant de bérets, un je sais pas quoi, qui a pas de portée internationale, et toi tu vas savoir, grâce au digital, lui donner une portée, être visible en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, et vendre des bérets dans le monde entier, tu vois. Des bérets français. Bon, en tout cas, tu disais, hein, ça fait 6 mois que Alvo existe, vous avez déjà 300 boîtes, annonces, voilà. On a fait plus de 20 sessions, donc il y a du business qui se fait sur Alvo. Ouais. Ok, trop cool. Bah, je te souhaite plein de succès là-dessus dans ce nouveau projet qui a l'air d'être, la manière dont tu l'évoques, un projet un peu particulier pour toi. Avant de passer à la vision un petit peu que tu as du monde de l'entrepreneuriat, parce que tu reçois beaucoup d'entrepreneurs à ton podcast, à ton réseau, etc. Une dernière question, tu as parlé 10 boîtes, une dizaine de fois tu as eu des boîtes, tu en as acheté, tu en as revendu. Il y a une question, je me la pose moi, tu vois, sur les 250 épisodes que j'écoute avec toi, c'est t'as fait des belles culbutes, t'en parles jamais là-dessus, c'est comment, j'allais dire, là j'y vais un peu cash, hein, même financièrement, tu t'y es retrouvé, t'as eu des échecs, Bien sûr. voilà, comment moi quand tu me parles de ça, je me dis, putain Mathieu il a l'air d'avoir les poches hyper profondes en mode, il achète des boîtes, etc., ça a l'air facile. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Alors j'ai plus de dettes aujourd'hui que d'argent dans mes poches, tu vois, parce que j'investis énormément. Donc on achète de l'IMO, on achète des choses comme ça, pour être très clair dans ce que je peux te dire. On a fait des beaux coups sur certaines startups. Alors je parlais notamment de Hocus tout à l'heure. Voilà, c'est une société qui a levé, tu vois, sur des sommes à, combien on dit, 7 chiffres, en dizaines de millions, sur lesquels nous on est sortis, donc des valos importantes, sur lesquels on avait une part importante du capital, mais qu'on réinvestit dans beaucoup de choses. On a Cosa Vostra qui a une certaine valeur quand même aujourd'hui, mais mes assets sont principalement dans mes entreprises ou l'immobilier. Après, tu vois, en perso, j'ai une vie de vagabond, j'exagère un peu, mais c'est vrai que ma femme m'en veut parce que je réinvestis tout le temps et je suis à la dèche tout le temps parce que là je vais ouvrir un co-living à Colombes dans 1 ou 2 semaines dans lequel j'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup d'invest, et puis on ouvre d'autres sociétés. J'ai perdu 200 000 euros sur une start-up qu'on a rachetée il y a quelques années. Voilà, on a gagné ce qu'il fallait tu vois. Ok, ouais, tu vis bien, c'est pas, tu roules pas en jet, non, mais... En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'au niveau patrimonial, je me suis mis très très bien. Ce qui est marrant, c'est qu'au niveau cash... je suis à la dèche, il y a du flux qui rentre, c'est-à-dire que notamment Génération Do It Yourself fonctionne bien et me rapporte de l'argent, mais même cet argent en fait je le réinvestis dans des startups, mais tout le temps en fait, donc je suis pas un exemple de gestion tu vois, notamment en personnel, j'ai pas le cash flow disponible. Normalement, tu dois avoir une partie de ton salaire. Je crois que c'est quasiment 1 an de salaire ou un peu moins, mais de dispo, en cash dispo, en cas de coup dur. Typiquement, je les ai pas, tu vois. Et ce qui est assez marrant, parce que tu dis, je suis pas un bon gestionnaire, etc. Après, bref, tu as plein de réseaux, de clubs, etc. Mais notamment, tu vois, Club Bootstrap, dont on fait partie tous les deux. Tu te rends compte que c'est quand même 100 entrepreneurs qui ont des boîtes qui marchent plutôt bien, etc. Et tu te rends compte que en fait, l'image de l'entrepreneuriat, du patron qui s'en met plein les fouilles, voilà, on vit tous bien, hein, je pense, mais il y a quand même le côté, tu es très investi, c'est-à-dire un petit peu de la même manière que tu es investi dans ta boîte,
l'argent que tu récupères, peut-être, tu vas le réinvestir et tu vas pas être dans une relation où tu es en mode cash dispo pour faire plein de choses, même acheter de l'IMO, c'est pas toujours facile. J'imagine même toi, alors t'avais Villa Maria, À Bordeaux, il y a ce ouais. truc de Colaivine à Colombes, etc. J'imagine même pour financer ces trucs-là, tu dois quand même avoir le banquier et négocier un peu, j'imagine. Ah, grave, Ouais, ouais, ouais. mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'expertise, l'expérience, donc les banquiers te prêtent plus et mieux au fur et à mesure. Tu commences par un petit truc en perso, un appart, un truc. T'achètes ton appart à toi. Donc voilà, tu vois, honnêtement, ce qui est important, je suis pas en train de faire pleurer, je vis bien. J'ai un setup familial, perso, etc., qui est extraordinaire. Je fais partie des chanceux de la vie, en tout cas, qui ont bien bossé pour ça. Ça, c'est clair. Cela dit, ce que je veux dire, c'est que j'ai une grosse Volvo, c'est à peu près mon seul objet de luxe. Voilà, je sais pas, tu vois, j'ai pas grand chose. Et sur le reste, et avant, moi je me disais, oui, quand j'étais petit, j'avais 25 ans ou plus jeune, mon rêve c'était d'avoir une Murcielago, une Gallardo, je sais pas, une Lambo, parce que j'aimais bien les Lambeaux. En fait, aujourd'hui, j'en ai rien à carrer, tu vois, je veux absolument pas. Et acheter un truc d'ailleurs. Qui est une dépense trop importante et qui a pas de valeur, ça m'intéresse plus. Je suis plus dans des choses, à la limite les endroits où je pourrais investir, mais c'est pas un investissement que financier, ça peut être, alors c'est ce que je vois dans la martingale, hein, mais de l'art, des montres, des choses comme ça, parce que ça me plaît en fait, tu vois. C'est plus l'idée. Mais c'est vrai que avoir du cash... alors, le truc qu'on peut s'infliger dans le club Bootstrap, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, je sais pas comment t'es toi, mais c'est que finalement, je vois des potes qui vivent pas mieux que moi, mais qui vont se payer des vacances à Watt Mill. Et moi, tu vois, je le fais pas assez. Par moments, je me dis, putain, tu t'infliges quand même des trucs. Mais un peu, enfin, tu vois, arrête d'être une fourmi, quoi. Mets-toi en mode cigale un peu de temps en temps. Je le fais pas assez, je pense probablement. Mais en fait, je m'épanouis Après, si tu as ton équilibre, en fait, je m'épanouis tellement dans ce que je fais, et puis je vois mes enfants, et puis j'ai pas envie de leur montrer que c'est parce que tu vois que t'es heureux, en fait, tu vois. Ouais, Moi, bien sûr. j'ai grandi dans des maisons de famille, sans opulence, avec mes cousins, mes parents, entre la Normandie, la Corse, et tout était simple, il y avait pas beaucoup d'argent, pas plein de choses, et j'étais heureux, donc c'est quand même ce que je veux aussi montrer à mes enfants, tu vois. Ok, trop cool. Bah merci pour cette sincérité, parce que c'est vrai que dans les podcasts, on sent que tu mets une petite réserve là-dessus, on sait jamais. Et en tout cas, moi, perso, en tant que grand amateur, on va passer sur le podcast justement, mais je me posais la question, tu vois. Mais tiens, je peux te dire un truc, je pense que... Alors déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui gagne bien sa vie, donc ça aide aussi. Mais tu vois, Pierre-Édouard Sterrin, il me dit dans un épisode, je vis sur un budget, enfin à lui en tout cas, d'environ 200 ou 300 000 euros par an. Moi, je suis dans ces eaux-là, tu vois, en couple entre 200 et 300 000 euros, donc ça reste un beau budget, tu vois. C'est largement... Enfin, il y a très peu de familles qui ont ça, je pense. Voilà, cependant... t'habites à Paris, t'as 3 enfants, tu bosses beaucoup, t'as une nounou, je les vois beaucoup, mes enfants, je fais très attention, mais j'ai quand même des besoins de facilité de certaines choses, etc. Voilà, je suis dans ces eaux-là au niveau perso. Après, cela dit, tu vois, quand tu opères des co-living, des machins, là, tu réinvestis, c'est des trucs où t'es à 10, 15, 20 000 euros par mois, t'es pareil sur un bureau à Bordeaux, pareil sur un bureau à Paris. Donc en fait, tes dépenses totales sont beaucoup plus importantes que ça, mais en dessous, t'es sur un truc qui est tu te presque constitues raisonnable. un patrimoine qui fera que le jour où tu arrêteras et que tu auras remboursé toutes tes dettes, voilà, tu auras une belle retraite. Ouais, si à un moment, en l'occurrence, moi ce que je voudrais, je veux pas arrêter parce que c'est pas mon objectif, tu vois. Je me garde de parler de la réforme des retraites et tout ça parce que c'est un truc qui m'est relativement étranger, éloigné, abstrait. Cela dit, il y a un moment où j'aimerais pouvoir me dire, ok, je fais que ça parce que ça me fait kiffer, mais c'est un peu déjà ce que je fais en vrai. Donc, bon. Mais je bossais moins. Alors, il nous reste que 20 minutes. Donc, non, t'inquiète, c'est hyper intéressant. Je passe à un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup. C'est. Alors, déjà, est-ce que tu as créé Génération Do It Yourself? Alors, désolé, je parle beaucoup de Génération Do It Yourself par rapport à la martingale, mais on va dire, je mets les deux sur le même plan. Est-ce que tu l'as créé par passion, en disant, tiens, il y a un truc, je veux tester, je veux être créatif, voilà. Ou tu l'as créé en te disant ça va être un objet business pour mes boîtes ou pour mon réseau. Voilà. Comment c'est arrivé la création de ton podcast? Je crois pas réinventer l'histoire en disant que je l'ai vraiment
pas du tout fait comme objet business. Déjà, enfin, je veux dire, je savais pas du tout que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris, etc. T'as été surpris? Ouais, je le suis toujours. Ouais, hein, tu l'es toujours. honnêtement, je le suis toujours. Et puis après, ça m'inquiète. C'est un des trucs qui peut m'inquiéter parce que je me dis, je vis tellement un truc trop cool que je veux pas que ça s'arrête. Tu vois. Mais en l'occurrence, je l'ai créé en me disant, plus, tu vois, je vois des choses. Gros, un syndrome de l'imposteur, ça, faut vraiment être fort là-dessus. Faut qu'on progresse tous sur l'ego et sur tout ça. Mais j'écoutais Tim Ferriss beaucoup, un mec qui s'appelle James Altucher. J'écoutais un peu un autre, Joe Rogan, mais plus tard, c'est venu plutôt un peu plus tard. Comment il s'appelle, lui ça me revient pas. Et How I Built This, Guy Raz. J'écoutais beaucoup de podcasts américains pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça m'inspirait. En plus, ça m'a aidé à entretenir mon anglais. Je me disais, mais tiens, ça va fonctionner. En France, il y a des gens qui vont se lancer. Moi, j'ai commencé en 2013-2014 à en écouter. Tu vois, j'ai lancé Génération Do It Yourself en 2017. Et pendant longtemps, je me disais, il y a quelqu'un qui va lancer ça. Ouais, au moment où tu dis, allez, attends, go, j'y vais, quoi. Vas-y, je vais le faire, tu vois. Mais il faut juste arrêter d'attendre que d'autres gens fassent un truc que tu as envie de faire. Quoi. Et une fois que tu as lancé le podcast, alors maintenant, ça paraît presque naturel pour toi, mais à l'époque, j'imagine que tu n'avais pas le réseau que tu as actuellement. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu as un super carnet d'adresses, mais quand tu fais la liste de tes 300 invités et quelques côté Génération Do It Yourself ou Martingale, bon, y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la ligne directe de toutes ces personnes. Comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit, tiens, t'as surfé de réseau, t'avais déjà ce réseau, comment ça s'est passé? En fait, tu vas vers des gens que tu connais. Moi, il se trouve que comme j'étais un early dans la tech, tu vois, comme si tu es un early dans les cryptos, ou un early dans l'IA, ou dans ton métier, en fait. Moi, j'étais tôt dans la tech, donc je connaissais bien Simon Davlat, Céline Lazorte, 3 Ilan Abesserac à New York maintenant, quelques personnes comme ça. Donc, t'en fais un, t'en fais deux, après, t'envoies des sondes un peu au hasard. Mais c'est du commercial, tout ça. Tu fais du bizdev, quoi. T'appelles des gens, je sais pas, moi, j'ai le numéro de Mathieu Kassovitz. L'autre jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, je voudrais enregistrer avec toi. Et il m'a dit, en gros, je sais pas quitter, vas-y, dégage. J'exagère un peu, mais il m'a dit, va vers mon agent. Je dis qui c'est, il me donne le numéro, je l'appelle. Je l'aurais pas. Mais je me suis pris une crampe. Tu prends une crampe, prends tes crampes, c'est ça, hein, tu vois, ose. Sinon, voilà, et j'en prends toujours aujourd'hui. C'est la vie, tu vois. Ok. Comme ça. Alors là, c'est marrant parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, maintenant j'ai l'impression d'être la marionnette, tu sais, tu disais la marionnette, etc. Mais j'imagine qu'il faut pas oublier qu'au tout début, ce podcast, c'est toi qui as tout fait. Là, quand t'es arrivé, tu regardais le setup que nous on a, les caméras, etc. On sent quand même la personne qui est passée, tu vois, qui a monté le truc. Tu t'es intéressé à tout, c'est toi qui faisais tout au début? C'est-à-dire que c'est moi qui faisais tout et c'est vrai que je connais chaque détail de chaque micro, la marque de ça, c'est un SM7B. Ah non, ça doit être un SM7. B, oui, c'est ça, c'est un SM7B. Donc chez Choureux, tu vois, tout ça je connais. Moi j'ai changé ce pied, d'ailleurs j'avais su l'avant mais je l'ai plus, tu vois. Donc, tout ça je connais et voilà, génération do it yourself. Ce que je veux pas en revanche, au bout d'un moment, donc je peux travailler un peu sur le framework, mais c'est... tu vois, c'est con, mais celui qui monte le studio, qui le démonte, qui fait tout, etc., ça prend trop de temps. Avoir des gens qui sont meilleurs que moi sur le montage. Mathéo qui est là, qui nous a dit dans 5 secondes, taisez-vous maintenant, voilà, etc. Voilà, je voulais pas faire ce job. Mathéo, c'est sa deuxième. Mais je le sais, tu vois, il fait très bien son boulot, donc bravo Mathéo. Voilà, d'avoir des gens comme ça qui sont meilleurs que moi pour faire ce genre de truc, parce que moi je vais commencer 3 minutes en retard, 5 minutes en retard, etc. Donc, c'est juste être capable d'avoir toutes ces choses-là. Mais en vrai, tu vois, génération do it yourself, il faut avoir les mains dans le cambouis, quoi. Moi aujourd'hui, je suis obsédé par ChatGPT en particulier, plus que Midjourney, parce que je trouve que l'UX c'est chiante, mais voilà, comment on l'utilise de manière automatisée avec certains de nos podcasts, etc. De nos podcasts, oui, mais de nos business, sur Alvo. Ça, je mets les mains dans ChatGPT 5-10 fois par jour aujourd'hui. Tu vois, tu es obligé, tu dois pas te stratosphériser là-dessus. Et maintenant, j'ai compris comment on produisait un podcast. Il y a une équipe de prod qui est meilleure que moi. Moi, je vais me mettre mon temps de cerveau ailleurs. Les invités, c'est encore toi qui les choisis ou c'est ton équipe qui va détecter un peu? Non, j'ai toujours un final cut, on est toujours d'accord. Okay. Maintenant, de temps en temps, ils vont me convaincre de devenir quelqu'un que
j'hésite, sur lequel j'hésite. Et moi, de temps en temps, je vais ne pas les convaincre et ils vont me dire non, ça c'est non. Tu vois, Ok, bon, et, ouais. si c'est un gros nom, je vais quand même les écouter, mais il y a des gens, enfin, tu vois, je sais pas, moi, je voudrais trop avoir Cyril Hanouna parce que je veux. Et je sais que Cyril Hanouna, il y a beaucoup de gens que ça pique, ça dérange, etc. Non, mais moi, je dis, en fait, ce mec, il vient de nulle part, il fait tout ce qu'il fait, c'est. T'aimes pas, je m'en fous en vrai. Il est l'un des meilleurs dans son domaine et je veux comprendre pourquoi, comment. C'est ça ma cam. Donc voilà. Okay. Il y en a, pour autant, j'ai pas envie. Et une question que je me posais, c'est je me disais un petit peu de la même manière que tu vois, le jeu des entrepreneurs, c'est de passer dans la presse, de faire une couverture média. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de RP qui te contactent pour dire j'aimerais que le gars qui tu vois, me paye passe dans le podcast, ou de même des entrepreneurs qui te contactent un peu de manière. Je pense que je reçois entre 10 et 20 sollicitations, propositions par jour. Ok, ouais. Donc, ce qui est très dur là-dedans, c'est qu'en fait, faut sortir du lot. Et puis on me dit, et puis c'est que, en plus, le truc très compliqué, c'est que ce sont que des gens, pas tous éligibles, cela dit, hein, mais qui sont forts, qui font des choses. Donc il y a des gens qui c'est out, c'est non, c'est simple, c'est que moi à part certains CEO du CAC 40 sur lesquels on va travailler, mais moi je cherche des gens qui sont lancés. Do it yourself, c'est artistes, sportifs, entrepreneurs, politiques. Il m'en manque artistes, sportifs, entrepreneurs, politiques. Enfin, des gens qui sont voilà, qui ont mis du skin in the game. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'à un moment, ils ont cru en eux. Quand toi tu t'es lancé, tu étais tout seul ou avec tes associés, il y a des gens autour de toi qui t'ont dit non mais fais pas ce machin ou ça va pas marcher. Il y a des gens qui ont douté, toi-même t'as douté, mais à un moment tu t'es dit voilà, mais moi je vais être champion olympique, moi je vais être chanteur de renommée mondiale, moi je vais être voilà. Et ben c'est ça qui m'intéresse. Et donc je fais pas la problématique de faire un CEO qui est arrivé tardivement dans une boîte, c'est qu'il va pas m'expliquer les jeux politiques internes, comment il a shooté un tel ou comment il s'est fait shooter par truc, etc. Tout ça, il va être plus souvent maîtrisé par sa com, etc. Et ça, un founder, ils sont fous en fait. Il arrive, sa com, il l'écoute un peu, mais il arrive à me livrer des trucs. Même si, j'allais dire, nous qui recevons à notre humble niveau quelques personnes qui, tu vois, des licornes, etc. Où tu sens que, non, mais tu sens que même des gens qui ont levé, tu vois, des montants là, même à 8 chiffres, à 9 chiffres, des grosses levées, commencent à être un petit peu cadenassés pour une future IPO, et c'est un peu en mode ouais, mais à ce moment-là, souvent, si c'est le cas, dans ces moments-là, ils viennent pas chez moi parce qu'ils savent que sur les 2-3 heures, il y a un moment où je vais leur faire cracher un truc, et c'est un peu mon trip aussi. C'est de pas être un endroit où j'enfonce des portes ouvertes, tu vois. Et une question du coup que moi je me pose beaucoup, est-ce qu'aujourd'hui, même si tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pas pour ça que tu l'as fait, ça t'ouvre des portes dans tous tes autres business, ce réseau. Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu arrives à le faire, à l'animer? Oui. Grave, évidemment. Enfin là, tu vois, on a fait un dîner chez Veja avec tous les entrepreneurs green et impact qui sont passés sur Génération Do It Yourself. Je vois que tu as des belles Veja d'ailleurs. On va faire un truc avec tous mes invités chez Emmanuel Perrotin, qui a une grande galerie d'art contemporain, en juin. Alors on essaie d'être un peu, tu vois, ayatolesque là-dessus, c'est-à-dire faut avoir le NFT ou la casquette Génération Do It Yourself pour venir, ou t'es un +1 sinon, mais voilà, c'est assez rigolo, il y a des choses qu'on met en place. Donc ce réseau me sert, il m'ouvre des portes, clairement sur plein d'univers, il accélère beaucoup de choses, même sur des emprunts, même sur des opportunités qu'on me donne dans la vie. Tu vois, ce co-living, je l'ai fait parce que la Villa Maria à Bordeaux, regardez le site, hein, c'est un endroit somptueux, sont de mes auditeurs qui me disent tiens, j'ai cette opportunité, tu veux faire ça avec moi? Donc, je crée des business ou des tas de choses, donc ce réseau est extraordinaire. Mais c'est ce que tu travailles ici, c'est l'économie des créateurs de contenu. C'est qu'en fait, moi, j'essaye juste une chose là-dessus. Enfin, non, j'essaye pas d'ailleurs. C'est que j'ai un goût de karma. Je veux avoir un goût de karma. J'arnaque pas les gens. Je me fais pas arnaquer. Ça, c'est clair aussi. Et derrière, je veux que si tu te dises, en fait, je fais du business avec Mathieu ou je fais des choses avec Mathieu, idéalement, on peut bien se marrer. On va essayer de faire des choses bien et puis peut-être on va gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ma promesse. Et je pense que si tu arrives à faire ça à scale, en fait, c'est un truc qui est assez vertueux, tu vois. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ce que je fais pas, la chose que je fais pas, c'est que je vais pas inviter quelqu'un sur mon podcast parce que je veux faire du business avec lui. Ok. Je vais pas. Ça t'a déjà traversé l'esprit?
Bien sûr, mais il y a des gens dans mes équipes qui me disent tu voudrais pas inviter machin, etc. On est en train de le signer. Je dis non, je fais pas ça. Je fais pas ça parce que ça c'est, tu vois ce que tu apprends en ayant bossé dans la presse un peu, etc. Là tu dois avoir un Chinese wall entre ton éditorial et ton business. Tu fais de l'éditorial pour tes auditeurs. Pour moi, parce que je kiffe, mais pour mes auditeurs, pas pour mes business. Et donc, par moment, tu vois, je vais... Il y a des... tu vois, il y a des trade-offs, il y a des... Pas là-dessus, c'est plus sur les sponsoring. C'est-à-dire qu'en effet, moi, j'ai, je sais pas, un gros sponsor qui est Conto. Je vais pas inviter dans mon éditorial le gros concurrent de Conto tout de suite quand je suis sur une saison où Conto me sponsorise. Ouais, ce serait malhonnête ou mal poli, tu vois. Après, ça, dans les journalistes et les vrais journaux, ils s'en foutent, tu vois. Le journaliste, il fait son truc, voilà. Moi, j'essaye d'être un peu... C'est les seuls petits arrangements, alors que je respecte ce qu'ont fait les autres, mais voilà. Ok. Et là, du coup, question vive du sujet. Génération du yourself, tu disais tout à l'heure, c'est mon truc. T'en as parlé comme si c'était aussi un business, hein, même si on comprend qu'il y a beaucoup de passion. C'est quoi aujourd'hui les chiffres que tu peux nous communiquer sur nombre d'audience, comment tu le monétises, qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est du revenu direct, tu vois, ou c'est du revenu indirect? 700 000 écoutes mensuelles à peu près, on les dépasse là maintenant. Ça fait 1 million, presque 1 million avec la martingale. Les revenus de génération It Yourself, c'est... 1 million... d'écoutes mensuelles. D'écoutes mensuelles. Ouais, Wow. Les revenus, c'est sur Génération It Yourself 600 000 euros, 600-700 000 euros. Donc ça, on les commercialise avec annuel. On les commercialise, 600, je pense plutôt, avec Orso Media, qui est ce qu'on appelle un MCN, un label, donc Multi-Channel Network, qui réunit plein, que j'ai cofondé, donc dans lequel je suis actionnaire aussi, qui réunit énormément de créateurs de contenu pour les aider à grossir et à promouvoir et à monétiser leur contenu, avec Christopher Sinminelli, qui est mon associé, qui est l'ancien patron de BFM Business. Et donc, eux prennent 30% de ce qui me revient. Donc, moi, ça me fait un revenu aux alentours de 500 000 euros par an, sur lequel j'ai déjà une équipe de prod qui doit me coûter entre 100 et 200 000 euros par an. Donc, voilà, Génération du Yourself me rapporte de l'argent, très clairement. Ah ouais, c'est là où tu te dis... en tout cas, moi, quand j'ai commencé à t'écouter il y a quelques années, tu vois, genre jamais j'aurais imaginé que déjà ce genre de média aurait autant... Enfin, caisse de résonance, 1 million de personnes, c'est quand même... Enfin, 1 million d'audience, c'est énorme. Et là, on parle de montants, effectivement, qui sont... hyper élevé. Oui, c'est vrai, et c'est beaucoup et pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que moi, je passe ma vie à recevoir des milliardaires, tu vois, donc j'ai juste l'impression d'être un nain. C'est intéressant, c'est cool. Je sais pas aussi, tu vois, ça dépend aussi, mine de rien, on est dans une période qui est difficile. Moi, j'ai des sponsors, hein, c'est pas ma communauté qui comme, je sais pas, t'as Thinkerview ou 2-3 autres modèles comme ça qui sont payés par leur communauté. Donc, c'est peut-être moins résilient à la crise, à pas mal de choses. Pour l'instant, ça se maintient, ça fonctionne. Tu vois, c'est pas... il faut être vigilant, etc. En revanche, il y a une chose que j'ai toujours faite et qui est importante, c'est que j'ai toujours investi plus. Je veux dire, il n'y a pas de podcasteurs, ou pas beaucoup, qui te mettent entre 100 et 200 000 euros. C'est que Génération It Yourself, d'invest tous les ans. On rajoute de la vidéo. Donc, j'ai une productrice full-time, j'ai une productrice exécutive qui travaille, donc Clémence, Pali, la productrice exécutive qui travaille avec elle, qui elle est en alternance. J'ai Stéphane, mon assistant. Voilà, j'ai des caméras, des choses. C'est un vrai média, quoi. Voilà, c'est un vrai média. Et donc ça fait, je pense que ça fait partie aussi des secrets. Produire plus, mieux, tout le temps, quoi. Ok. Je rebondis, je reviens un petit peu en arrière. Tu disais, je reçois des milliardaires tout le temps. Et tout à l'heure, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Alors, je vais coupler ma question en deux. Déjà, est-ce que c'est pas dur de devoir booker du temps dans ta vie perso? Tu vois, moi, à mon humble échelle, on produit tous les 15 jours, tu vois. Mais tous les 15 jours, tu vois, moi là j'étais en vacances, j'ai dû rentrer, tu vois, pour faire ce truc-là. Tu dois caler tes vacances, là, t'es au milieu tes de tes vacances, tu repars après? Non, du coup j'ai pris que 4 jours, mais je suis en vacances parce que je n'ai pas mes enfants, tu vois, mes 3 enfants pendant 10 jours là, mais voilà, s'ils nous regardent, je les embrasse parce que la dernière fois... Ça fait du bien d'être à Paris. Ouais, ça fait du bien. Avouons-le. Est-ce que du coup, c'est une certaine logistique, ça c'est ma première question, pour toi, perso, tu vois, j'en sais rien, hier j'avais un dîner, tu vois, j'ai été calme parce que, bref, je me disais, il faut, voilà. Et la deuxième chose, c'est est-ce que t'as pas ce syndrome de l'imposteur à chaque fois que tu ressors d'un entretien de te dire,
ouah, les monstres que tu interviews te font, tu vois, te dire ah putain. Non, parce que honnêtement, la plupart, l'écrasante majorité sont des gens comme toi, moi, vous, en fait. Je veux dire, limite, la plupart, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Hein. Tu vois, j'ai eu la chance de dîner, je ne l'ai pas eu encore, mais avec Platini. Le mec, il y a 2 semaines, il te dit moi, j'aurais pas eu mes ballons d'or. En vrai, il y a un moment, mes ballons d'or, je me suis dit, je dois quand même pas être mauvais. Il en a 3 hein, quand même. Je dois pas être mauvais, mais il y a un moment, il me dit même quand j'étais à la tête de l'équipe de France, même quand j'ai été à la tête de France 98, j'ai jamais eu trop l'impression. Donc, faut juste pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Je pense que quand tu verses de l'autre côté, quand tu arrives et que tu te dis je suis nobody, je suis quelqu'un, faut se méfier un peu de toi-même, tu vois, à ce moment-là. Donc, faut juste être un peu entre les deux, tu vois, être capable de se dire, ok, attends, je suis sûr de mes bases, je fais mes trucs. Moi, j'ai pour ambition d'être le meilleur podcasteur français ou l'un des meilleurs créateurs de contenu français. C'est une ambition. Et le jour où je me dirais je le suis, j'aurai un problème, probablement. Okay. Donc, t'es devenu une personnalité, selon toi ? Non, ça veut tout rien dire. Je sais pas, c'est quoi une personnalité, tu vois. Je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a des fois, on se retourne un peu dans la rue, il y a des gens qui viennent te voir Oui, il y a des gens qui viennent me voir, mais après, il faut rester humble dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, si je suis moi, je suis vraiment très basé dans le 17e, les gens le savent, etc. Donc, dans le 17e, c'est pas un village, mais il y a plein de gens qui me connaissent. Il y a tellement de gens qui me connaissent pas. Je suis pas Gad Elmaleh ou Emmanuel Macron, tu vois. Je suis juste Mathieu Stéphanie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en revanche, il y a des gens qui me connaissent, mais peut-être, tu vois, tu l'as dit comme ça, mais 1000 fois plus qu'ils connaissent Gad Elmaleh, c'est-à-dire en profondeur, dans le détail, et que je connais pas, ou qui viennent pas me voir d'ailleurs, mais quand ils viennent, je trouve ça cool, et honnêtement, ça me saoule jamais. Et puis, à côté, il y a des gens, mais tu vois, je me retrouve dans des rendez-vous, de temps en temps, avec les 2 cas de figure, où il y a des gens qui me connaissent, mais pas du tout, quoi. Et qui se disent, mais c'est qui ce pauvre type quoi, pauvre podcasteur, tu vois, t'es là, en fait. Donc, c'est quand même, ça te remet bien les pieds sur terre, tu vois. Et je voulais pas oublier la première question que je t'ai posée, parce que là, on voit le côté fame, t'as fait 10 boîtes, t'as monté ton podcast, t'as appelé le réseau un peu au bagou au début, puis ça a marché et tout. Donc, les gens peuvent se dire, ok, il était au bon endroit au bon moment. Après, le côté face de ça, s'il y en a un, peut-être pas, parce que tu le fais par passion, le côté récurrence, 300 personnes, 3 heures, enfin, tu vois, ça fait du temps. Ouais. Je peux te raconter juste une anecdote sur celle d'avant et je vais répondre à ton truc juste parce que ça m'est arrivé. Donc récemment, j'étais à un événement extra qui s'appelle le One to One Monaco, ça te parle, qui est la grand-messe du e-commerce. J'ai jamais fait, mais... C'est vraiment chambé, c'est un truc de ouf, j'adore cet événement. Et donc, je t'ai vu d'ailleurs sur Insta avec... Carole Juge-Lewin, qui sera notre prochaine invitée la semaine prochaine. Carole Juge, voilà. Tu l'embrasseras. Et Isabelle Rabier de Joli Moi aussi. Ok, très bien. Je pourrais lui poser laisser une question à la fin pour elle. Okay. Et donc, j'aurais une belle anecdote sur Carole aussi. Mais non, je peux pas la raconter tout de suite. Ok, vas-y, je t'ai coupé. Et donc, je me dis, à un moment, donc dans un endroit comme ça, souvent, il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent. Il y a plein de gens qui m'arrêtent pas, etc. Il y en a qui me contactent après, qui me disent, je t'ai vu, etc. Et puis, il y en a plein qui m'arrêtent, qui me disent des trucs sympas, qui me disent des trucs que moi, j'ai la chance de pas avoir trop de gens qui me défoncent. Et puis à un moment, on est au Jimmy's, qui est une grosse institution à Monaco, une boîte de nuit, etc. Puis il y a une meuf qui m'arrête et puis qui me dit oui, bonjour, excusez-moi. Alors là, je me dis, bon, sympa, elle va me dire machin. Elle me dit, je pourrais avoir 2 bouteilles de champagne. Et là, je la regarde, je fais, ok, donc tu m'as pris pour un serveur, c'est ça? Et je dis rien, mais j'avais le seum, quoi, j'étais vénère. Et puis il y a un mec juste à côté qui voit la situation. Je dis, non, mais je suis pas serveur. Et puis, il comprend tout de suite, il tilt. Et puis, il lui dit, elle, non, mais tu sais à qui tu parles. Et alors là, moi, je suis encore plus gêné. Parce que je me retrouve dans un truc, non, mais elle parle à personne, en fait, elle s'est plantée. Ouais, il n'y a pas de stress. Ça arrive. Mais tu vois, et donc, tu arrives dans des situations complètement, mais même toi, à l'intérieur qui se passe, c'est juste ridicule, quoi. Donc, c'est très, très drôle. Et ça, c'est assez drôle parce que c'est ce que vivent plein de créateurs de contenu. Mais en vrai, ce qui est drôle, c'est aussi que ce truc est hyper siloté. Il y a des gens qui sont monstrueusement connus dans le monde entier. Des stars qui ont 50 millions de followers sur Instagram, je les croise dans la rue, je sais pas qui c'est. Des Américains, des trucs, enfin, tu vois, je sais pas, je te dis Sia, j'en sais rien, je peux même pas te dire, enfin, donc c'est assez drôle. En fait. Et toi, t'es quand même dans un monde très tech, entrepreneuriat. Voilà. Et donc c'est fini le monde où en fait tout le monde regardait TF1 et savait exactement qui était cette personne en fait. Okay. Là, on vit tous en parallèle. Pour répondre à ta question sur
l'enchaînement, etc., etc. Est-ce que ça me saoule? Est-ce que j'en ai marre? Est-ce que je suis contraint? Non, parce que c'est moi qui choisis aussi qui je veux voir, tu vois. Et donc là, récemment, j'ai enregistré un deuxième épisode parce que j'avais envie avec un mec qui s'appelle Antoine Fraisse, qui est un monstre. Je sais pas Qui si a tu as sorti un bouquin Voilà, sur le recrutement. Recruter les meilleurs. Bah, je te recommande de le prendre ici. L'épisode va être extraordinaire. Il n'est pas sorti encore. Et dedans, il me propose, il me dit, il faut que tu revoies quelqu'un qui s'appelle Robert Plomine. Enfin, d'ailleurs, il me dit non, mais c'est sur l'inné et l'acquis. Et moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup, l'inné et l'acquis. Et Plomine, je pensais que c'était peut-être un Français, etc. En fait, c'est un Américain qui vit en Angleterre. On le contacte. Il nous dit, OK, on le fait. Et il a étudié ça pendant 40 ans, l'inné et l'acquis. Bah, j'ai envie de faire ça. Donc, tu sais, je me contrains pas à me dire je vais faire un tel parce que ça va faire de l'audience ou une telle parce que ça va faire de l'audience. Je vais faire un tel ou une telle parce que ça me fait kiffer. Donc tant que tu arrives à faire ça, t'es pas saoulé. Ok, top. Alors, je sais que ça va être dur pour toi, mais je te demande de tenir. Il nous reste une minute. Vas-y. Je te pose 3 questions. Ok, tu dois répondre au tac au tac. Tu peux utiliser un joker. Sur tous les épisodes Génération Do It Yourself, c'est quoi ton meilleur enregistrement? Je peux pas dire. Tu peux pas dire. Non, ok. Je dois répondre, mais je peux Quelle pas est la personne avec qui, autre que tes associés actuels, tu t'es dit, putain, cette personne, j'aurais voulu m'associer avec? Antoine Fraisse. Antoine Fraisse. Je lui dis dans l'épisode. Ok. Et Thibaut Elzière quand même aussi. est-ce que tu es devenu pote, vraiment pote avec des personnes que tu as reçues sur ton podcast? Ouais. Paul Lay, Adrien Mignati, Carole Juge un peu, Michael Benabou, mon gros coup de cœur, le cofondateur de VP. Quand même pas mal, tu vois, pas mal. Ouais. Ok. Et est-ce que, alors là c'est délicat, sans viser une personne, est-ce que tu as eu un moment où vraiment tu as eu un pire moment? Je parle pas de la personne que tu as interviewée, mais je vais te donner t'es malade, t'es en gueule de bois, t'as la gastro. Pire moment là-dessus, sur moi, au fond du gouffre, c'est un épisode qui est dispo, qui est sur la martingale avec Asher, donc Owen Simonin et Marc Fiorentino. De toute façon, ça s'entend. En plus, c'était indirect, je peux pas parler dans l'épisode, au moins je ferme ma gueule, c'est bien. Deux autres moments très durs, j'ai fait Christina Cordula et l'épisode est terrible parce qu'elle était mal préparée et que je me forçais un peu. Là, typiquement, j'étais dans un truc où on me disait elle a beaucoup de followers sur Instagram, faut que tu le fasses. Et en fait, ça a pas du tout pris et pas marché. Et Jean Todt, que j'idolâtre sur plein de trucs, que j'admire sur plein de trucs, etc. Mais pareil, il est arrivé très... Jean Todt, sûr de lui, patron de la FIA, patron de Ferrari, etc., qui mange son... Il m'en voudra pas parce qu'en plus on a gardé quand même, on a des échanges qui sont très cordiaux, etc. Mais dans l'épisode, je pense qu'il savait pas trop où il arrivait et des gens qui sont très entourés. Alors que pourtant, t'en as d'autres comme Alain Ducasse, ils arrivent et on crée un truc, c'est fort, c'est chambé, quoi. C'est vraiment chambé. Donc il y a eu des moments de malaise, ouais. Bon, trop cool. Écoute, en tout cas, moi, à titre perso, en tout cas dans mon entourage, que ce soit mes potes, même mes potes entrepreneurs, mon associé Marine, Julien, quand on a créé notre business, je pense que c'était un truc de dingue. On écoutait ça nous nourrissait. Donc je pense que tu es une vraie source d'inspiration pour les gens qui créent leur boîte, tu vois, sur le 0 to 1 justement. Putain, ça t'alimente. Ça, je voulais te le dire. Merci. Enfin, voilà, ils sont mes invités, hein, je crois aussi beaucoup, surtout. Ouais, bien sûr. Je suis ton serviteur. T'as trouvé un moyen de rendre les trajets en voiture, je le disais hier, moins longs, les trajets dans le métro, sur le vélo, moins longs, et t'as un vrai truc, quoi. Donc, hyper fier de t'avoir invité. Je te remercie à fond d'avoir joué le jeu, en tout cas de venir, parce que j'imagine que t'es hyper sollicité. Tu le disais, donc merci beaucoup. On a eu du mal d'ailleurs à caler la date. C'est vrai, mais et puis, je suis ravi d'être là. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton projet Alvo, que Génération du... Voilà, je sais pas si tu as un objectif d'arriver à un point avec Génération Do It Yourself ou la martingale. Non, aujourd'hui, je suis plus des objectifs de kiff, de satisfaire mes auditeurs et moi-même, mais je pense que c'est lié d'ailleurs, parce que si je m'emmerde, ça s'entend. Mais voilà, avant que tu finisses, je peux rajouter un petit truc. Vas-y. Très vite, je sais qu'on est en retard. On se laisse une petite liberté. Non, mais je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent, moi, si j'ai appris sur mon expérience et celle de tous ceux qui sont venus sur Génération Do It Yourself en particulier, c'est que tout part de vous, quoi. Faut savoir accepter son ego, faut savoir s'accepter soi-même. J'enfonce pas des portes ouvertes. Si à un moment vous voulez vous lancer, si à un moment vous voulez essayer quelque chose, faut le faire, quoi. Chaque minute est comptée dans notre vie, chaque heure et jour est compté, on les récupérera jamais. Donc faut y aller, c'est jamais trop tôt, ça peut être trop tard. Plus tard c'est trop tard, moi c'est vraiment une de mes phrases fétiches, plus tard c'est trop tard.
faut y aller, faut tester, faut se planter, faut accepter se planter. Plus je me plante, plus je suis heureux parce que ça veut dire que j'apprends. Faut juste apprendre à chaque fois qu'on se plante. Mais voilà, moi si j'ai appris un truc en presque 7 ans de génération du Turself, 6 ans, c'est ça, c'est que tu vois, t'as testé, t'as réussi certaines choses, t'en as planté d'autres, mais en fait, t'as jamais regretté. J'ai vraiment très très peu de personnes qui m'ont dit t'as tort dans ce message, moi je me suis lancé, j'ai tenté, et je le regrette aujourd'hui. On me l'a jamais dit en vrai. Ok, bah super mot de la fin, merci Matt. Je te dis Matt comme si tu T'as vois le droit, moi, 31 jours ensemble, allez merci Matt. Merci, trop cool, merci à nos auditeurs d'être aussi réguliers et de nous suivre au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine du coup sur un sujet qui nous est cher. Co-founder ou solo-founder, donc c'est Carole Juge Lelowin, j'espère que je le dis bien, je le prononce pas très bien, qui fondatrice de Joon, qui prendra la casquette de solo-founder, et Isabelle Rabier, fondatrice de Joli Moi, qui viendra défendre la casquette de co-founder. Alors c'est pas un match, mais c'est vraiment d'apporter et de mettre sur la table tous les points positifs d'être solo-founder et les points négatifs, et inversement pour co-founder. Je vous embrasse, je vous dis... Il n'y a aucun point positif à être solo-founder, il faut être co-founder, putain, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Alors, moi je suis d'accord, mais je pense que Carole viendra pour défendre le fait que je peux peut-être être un peu plus réactif. Bref, on va quitter cette émission avec un petit peu de retard. Je vous remercie, à très bientôt, et à la semaine prochaine, mardi. Salut.